L'affaire FTX a été une nouvelle piqûre de rappel concernant les risques associés aux tiers de confiance. Après Mongox ou BitConnect, on aurait pu penser que les détenteurs de crypto ne se feraient plus avoir. Et pourtant, l'histoire se répète à chaque cycle. C'est le fameux dilemme entre praticité et souveraineté individuelle. En laissant ses cryptos sur une plateforme d'échange, pas besoin d'acheter un hardware wallet, pas besoin de conserver précieusement sa clé privée, c'est confortable. On se connecte à un site avec une adresse email et un mot de passe, c'est ce qu'on connaît, on a des repères et c'est rassurant. Cependant, il faut bien comprendre que le chiffre qui s'affiche sur votre compte n'est qu'une simple reconnaissance de dette. Vous faites donc confiance à cet exchange pour ne pas disparaître et vous donner vos bitcoins quand vous en aurez besoin. On appelle ça du third party custody. Et en faisant cela, disons-le, vous passez complètement à côté de cette révolution technologique. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, une technologie permet à n'importe quel individu de conserver sa richesse et son patrimoine en toute sécurité, et de manière complètement autonome. Fini les billets cachés dans le matelas ou les lingots au fond du jardin. Il est dorénavant possible de garder tout ce que l'on possède en mémorisant une liste de 12 mots. Bitcoin offre à quiconque un bouclier solide et indéfectible pouvant résister à n'importe quelle attaque, y compris de la part de gouvernements autoritaires par exemple. Bien entendu, des criminels trouveront toujours un moyen pour parvenir à leur fin, la torture, les persécutions, les emprisonnements seront toujours une réalité, mais la tâche s'avère dorénavant bien plus compliquée. Le seul et unique moyen de vous déposséder de vos bitcoins est, premièrement, de savoir que vous en possédez, pas si simple, et deuxièmement, de connaître votre clé privée. Maintenant, tout cela part du principe que vous détenez vous-même vos clés privées, et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si vous perdez votre clé privée, personne ne pourra vous aider à récupérer vos fonds. Il n'y a pas de bouton mot de passe oublié, et soyons honnêtes, cela fait peur à beaucoup de monde. Et ici je pense qu'il est important, avant d'aller plus loin, de revenir sur le concept de clé privée, clé publique. Ça fait longtemps que l'on n'en a pas parlé sur la chaîne, alors reprenons les bases. Votre clé privée est en quelque sorte le mot de passe vous permettant d'utiliser vos bitcoins sur le réseau. À ne pas confondre avec le mot de passe que vous définissez sur des plateformes d'échange ou de trading ou votre mot de passe Gmail ou Facebook. Cela n'a rien à voir. Une clé privée est un nombre aléatoire de 256 bits. C'est-à-dire un nombre avec 256, 1 ou 0. C'est un nombre tellement grand et complexe qu'on a du mal à réellement appréhender la chose. Un portefeuille électronique, ou wallet en anglais, sert à conserver cette clé privée. Cela peut être un simple logiciel installé sur votre ordinateur, dans ce cas-là on appellera ça un hot wallet, ou alors ça peut être un petit accessoire qui ressemble la plupart du temps à une clé USB. Et ça on appelle ça un cold wallet. La deuxième option est bien plus sûre car ces petites clés USB un peu spéciales ont été pensées pour que votre clé privée soit toujours protégée et déconnectée du réseau, ce qui rend la tâche pour la voler bien plus compliquée. Votre clé privée sera générée de manière aléatoire lorsque vous utiliserez votre portefeuille électronique pour la première fois. En gros, c'est un peu comme si vous arriviez dans une nouvelle ville et que vous pouviez choisir au hasard une boîte aux lettres, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Lorsque votre choix est fait, vous n'avez qu'à mettre la clé qui se trouve sur la boîte aux lettres dans votre poche. Cette clé, c'est votre clé privée, et l'adresse qui se trouve sur la boîte aux lettres, c'est votre clé publique. N'importe qui peut vous transmettre des bitcoins à cette adresse, mais vous êtes le seul à pouvoir ouvrir la boîte aux lettres. Pour information, il existe dans le cas de Bitcoin plus de clés privées que d'atomes dans l'univers. Donc ne vous inquiétez pas, votre clé privée sera unique. Vous ne verrez probablement jamais votre clé privée. Celle-ci sera directement enregistrée, conservée dans votre portefeuille électronique. À chaque fois que vous en aurez besoin pour signer une transaction, il vous suffira de vous connecter ou de brancher votre wallet à votre ordinateur. Sachez que votre clé privée peut toujours se retrouver à partir d'une suite de 24 ou 12 mots que l'on appelle une seed phrase. Cette seed phrase vous sera donnée au moment où vous initialiserez votre portefeuille électronique. Donc même si votre wallet casse ou si vous le perdez, vous pourrez toujours accéder à vos bitcoins au moyen de cette seed phrase. Donc c'est pour cela qu'il est aussi important de la conserver en lieu sûr. Et on en arrive au point où l'univers crypto se distingue radicalement du paradigme actuel. Votre portefeuille électronique ne conserve pas vos bitcoins comme un portefeuille conserverait vos pièces ou vos billets. Votre portefeuille électronique conserve simplement votre clé privée, vous permettant d'accéder à vos cryptos. On imagine souvent les bitcoins comme des pièces en or avec un gros B dessus. Notre inconscient se rattache au modèle actuel, à ce qu'on connaît, à ce qu'on comprend. Et ça nous empêche de réellement saisir le fonctionnement de cette nouvelle technologie. Pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, il est bien plus pertinent de comparer Bitcoin à un terrain, une sorte de terrain numérique sauvegardé sur le cloud. Voyez un Bitcoin comme 1 mètre carré de ce terrain. Nous savons que ce terrain fera 21 millions de mètres carrés. C'est la quantité vers laquelle tend Bitcoin vers l'année 2140. Pour info, nous en sommes aujourd'hui à un peu plus de 19 millions, donc 90% des bitcoins ont été minés, ou si vous préférez, 90% du terrain a été découvert.
Mais revenons-en à cette histoire de clé privée. Une clé privée donne le droit à l'individu qui la détient d'utiliser comme bon lui semble la superficie de terrain qui lui est rattachée, une sorte de titre de propriété si vous voulez. Lors d'une transaction d'une personne A à une personne B, les bitcoins ne bougent pas vraiment. La seule chose qui change de main est l'acte de propriété de ces bitcoins, et tout ça de manière 100% numérique, sans aucun tiers. Ici, comme vous le savez, la plus petite unité de ce terrain s'appelle le Satoshi, donc un 100 millionième de bitcoin. Mais prenons un exemple pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Je possède 3 bitcoins, donc 3 mètres carrés du terrain bitcoin, cela veut dire que ces 3 bitcoins sont utilisables avec ma clé privée, et ma clé privée uniquement. Maintenant, disons que je veuille transmettre un bitcoin à Richard. Je vais donc mettre dans la transaction la clé publique de Richard, qu'il m'a transmise, son adresse, et signer avec ma clé privée. Comme je possède 3 bitcoins, le protocole m'autorise bel et bien à utiliser un bitcoin et à le donner à Richard. Richard a maintenant un bitcoin et il m'en reste 2. Si Richard veut ensuite transmettre son bitcoin qu'il vient de recevoir à Thibaut par exemple, il va utiliser la clé publique de Thibaut et signer la transaction avec sa propre clé privée. Et ainsi de suite. Thibaut peut dorénavant utiliser ce bitcoin comme il le veut au moyen de sa propre clé privée. Dans notre petit exemple, comme vous avez pu le voir, le bitcoin en question a changé de main 2 fois mais n'a jamais réellement bougé. C'est la propriété de ce bitcoin qui a été modifiée dans le livre de compte distribué, également appelé blockchain. À ce stade, vous l'aurez compris, vous pouvez transmettre votre clé publique, aucun problème, c'est même nécessaire pour effectuer une transaction, par contre il ne faut jamais divulguer votre clé privée. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous êtes en possession de votre clé privée, vous êtes réellement en contrôle de vos bitcoins. À moins de prendre le contrôle de cette clé, personne ne pourra jamais saisir vos bitcoins ou censurer une transaction que vous auriez décidé d'effectuer sur le réseau. Par contre, lorsque vous laissez vos bitcoins ou votre crypto sur une plateforme d'échange ou de trading, vous dépendez de l'entreprise en question. La plateforme agit comme un intermédiaire entre vous et le réseau Bitcoin. En fin de compte, vous lui confiez votre clé privée, ou pour reprendre l'exemple du terrain, vous lui confiez vos titres de propriété. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel de saisir le concept de clé privée qui est fondamentalement différent de votre code PIN ou du mot de passe de votre adresse mail. Comme on le disait tout à l'heure, tout cela peut paraître un peu intimidant et beaucoup de personnes ne veulent pas conserver leur argent eux-mêmes. La responsabilité est trop grande. Et c'est là que le protocole Fedimint débarque. Obi Nwozu, le fondateur, veut apporter Bitcoin au monde entier tout en aidant les gens à sortir leurs jetons des exchanges. Fedimint introduit une nouvelle méthode de détention des bitcoins. Entre le self-custody, plus sécurisé mais moins pratique, et le third-party custody, plus pratique mais moins sécurisé. Fedimint est un protocole open source permettant la mise en place d'un coffre-fort Bitcoin géré par des personnes de confiance dans une communauté. Le principe est simple, plutôt que de faire confiance à un exchange, vous laissez la détention de vos bitcoins à une personne proche. C'est comme si au lieu de mettre de l'or à la banque, vous le mettiez plutôt dans le coffre-fort familial. Ici, on appellera ça le coffre de la fédération. Dans une fédération, on aura 3 types d'utilisateurs. Tout d'abord, les gardiens, qui sont les garants du fonctionnement de la fédération. On leur fait confiance pour conserver les clés d'accès au coffre contenant les bitcoins de la communauté. Ensuite, il y a les membres, en gros ce sont les utilisateurs. Ils sont connectés au protocole Fedimint par un simple wallet, une application, sur leur smartphone. Ils peuvent déposer et récupérer facilement leurs bitcoins en utilisant le Lightning Network. Troisième et dernier type d'utilisateurs, les Lightning Gateway Providers. Ces membres fournissent de la liquidité et font le lien entre la fédération et le réseau Lightning, donc avec le monde extérieur. Ils servent de passerelle en l'échange d'une petite commission. En gros, une fédération Fedimint fonctionne comme une ardoise géante. Le solde de chaque membre représente la somme que la fédération doit à l'utilisateur en Bitcoin. Ce solde est exprimé en FMBTC ou FM Satoshi. Ces tokens représentent en quelque sorte une reconnaissance de dette de la part de la fédération. Les membres du groupe pourront faire des transactions entre eux de manière complètement autonome, sans repasser par le réseau Bitcoin. En fin de compte, ce n'est qu'une modification de l'ardoise interne de la fédération gérée par les gardiens. Ce qui est extrêmement fort est que les utilisateurs d'une application Fedimint pourront également payer des personnes à l'extérieur de la fédération directement au travers du Lightning Network. C'est là que entrent en scène les fameux Lightning Gateway Providers. Comme on l'a dit juste avant, ils servent d'intermédiaire entre la fédération et le Lightning Network en prenant une petite partie de la transaction. Donc, par exemple, pour payer son pain, Bob, qui fait partie d'une fédération Fedimint, enverra 10 500 FM Satoshi au Lightning Gateway Provider, qui enverra à son tour 10 000 Satoshi sur le réseau Lightning à la boulangère. Voilà comment, depuis une fédération Fedimint, il est possible de payer ou recevoir des paiements depuis le réseau Lightning. Tout cela sans avoir de vrai wallet Bitcoin et d'avoir aucune transaction enregistrée à son nom sur la chaîne principale. Et puis pour info, il sera aussi tout à fait possible de faire des paiements entre fédérations. Fedimint représente donc un compromis très intéressant entre praticité, mise à l'échelle, sécurité et confidentialité. Ce nouveau protocole s'adresse surtout à toutes les personnes qui sont actuellement exclues du self-custody pour des raisons budgétaires ou techniques et pour qui passer par un exchange est la seule option.
Fedimint pourrait être un compromis relativement intéressant et satisfaisant pour utiliser Bitcoin de manière sécurisée et à moindre coût. Le point essentiel à retenir ici est que la confiance doit exister pour qu'un Fedimint puisse fonctionner. Le système s'appuie sur une structure sociale préétablie, que ce soit une famille, une association, une paroisse ou même une diaspora. Une bonne façon de comprendre Fedimint est de considérer les différents niveaux de détail d'un réseau routier reliant plusieurs villes. Sur la carte de droite, on distingue les routes au sein d'une ville qui représentent les interactions directes entre les habitants. Ces routes n'encombrent pas le réseau routier régional, le réseau Lightning, ou les autoroutes, le réseau principal Bitcoin. Côté utilisateur, la promesse est que Fedimint soit très simple à utiliser. Scannez le QR code depuis une application et hop, vous avez rejoint une fédération. C'est donc une porte d'entrée toute trouvée pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec Bitcoin. Par contre, il faut qu'on s'arrête 30 secondes sur la manière dont les gardiens conservent les Bitcoins de la communauté. Alors les gardiens doivent être au minimum 3 et gèrent le coffre-fort contenant les Bitcoins avec une transaction multisig sur le réseau principal Bitcoin. Cela signifie qu'il faut la signature de plusieurs gardiens, disons au moins 2, pour valider les transactions impliquant les Bitcoins de la communauté. Au sein d'une fédération Fedimint, même les gardiens n'ont pas accès aux soldes des wallets et aux transactions des membres. C'est un peu comme si vous aviez un kiosque avec une petite trappe pour uniquement laisser passer les bitcoins sans voir ce qu'il se passe à l'intérieur. La confidentialité des membres est garantie grâce aux signatures aveugles. Pour prendre une analogie assez simple, c'est comme si une banque signait et validait une facture dans une enveloppe en carbone sans avoir besoin de l'ouvrir. L'encre du stylo traverse l'enveloppe pour signer la facture sans en révéler le contenu. La facture peut ainsi être signée sans que la banque connaisse le numéro de la facture ni son montant. Les gardiens d'un Fedimint n'ont donc pas accès à toutes les données financières de leurs membres. Au contraire, lorsque vous utilisez un exchange, l'entreprise en question sait tout de vos activités. Le solde de votre compte, à qui vous envoyez des fonds, pour quel montant, etc. etc. Dans un Fedimint, les gardiens ne peuvent pas connaître ces informations. Ils ont seulement connaissance du nombre de bitcoins possédés par la communauté de manière globale, ainsi que le nombre de billets de la fédération en circulation. De plus, sachez qu'un utilisateur du Lightning vu de l'extérieur ne sera pas au courant qu'il effectue une transaction avec quelqu'un se trouvant dans une fédération. Les satoshis sont transférés à un wallet multisig standard, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, bien évidemment, utiliser Fedimint, c'est faire des compromis. Le système répond à un besoin bien précis et n'a pas vocation à être utilisé par tous. Le fondateur, Obin Vozo, le rappelle bien, la meilleure option reste le self-custody. C'est ce qu'on vous répète sur GAC à chaque vidéo, not your keys, not your coins. Si vous ne savez pas comment faire ou que vous avez besoin d'aide, on peut vous accompagner dans l'espace premium GAC. Une équipe est là pour répondre à vos questions 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24. Vous recevrez également tous les premiers vendredis du mois une lettre contenant une synthèse de l'analyse on-chain ainsi qu'un cadrage macroéconomique de la finance traditionnelle faite par Richard. Et puis, pour ceux que ça intéresse, nous vous expliquons aussi chaque mois une nouvelle stratégie DeFi au travers de tutoriels pas à pas pour que tout le monde puisse réaliser les différentes étapes. Pour s'abonner, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. Pour en revenir au compromis fait en utilisant Fedimint, vous déléguez quand même la détention de vos précieux bitcoins à d'autres personnes. Quelle que soit la confiance que vous leur accordez, il y a toujours un risque que vos fonds soient perdus ou volés. Voilà pourquoi le but de Fedimint n'est pas de convaincre absolument des bitcoiners de l'utiliser, mais de déplacer des fonds détenus aujourd'hui par des exchanges vers de la détention communautaire. Ensuite, les Lightning Network Gateway, les LNG, représentent aussi un point de défaillance. Si personne n'accepte de fournir de la liquidité, il devient impossible pour les membres d'une fédération d'échanger de la valeur avec le Lightning Network. L'intérêt de Fedimint est donc grandement réduit. Heureusement, n'importe quel membre peut assez facilement devenir LNG. Il existe également un risque au niveau de la réglementation dans certains pays. Fedimint pourrait s'apparenter à de la gestion financière pour tiers. Maintenant, une fédération a vocation à rendre service à sa communauté et non à se transformer en business. Donc, espérons que les régulateurs ne considèrent pas ça comme une activité de prestataire sur actifs numériques. Mais sait-on jamais, nos régulateurs se sont montrés particulièrement surprenants en matière de crypto ces derniers mois. Pour conclure, je pense que Fedimint est un projet très prometteur. Il sera utile pour permettre à des populations de sortir des exchanges ou même de découvrir ce nouveau moyen de paiement. Si je ne me trompe pas, la ville d'El Zonte au Salvador a déjà mis en place quelque chose de relativement similaire avec les équipes du Bitcoin Beach Wallet. Le protocole trouvera certainement une grande base d'utilisateurs dans les pays en voie de développement pour qui le self-custody peut s'avérer trop compliqué ou trop onéreux. L'équipe derrière le projet compte sortir une première version du protocole au premier trimestre 2023. Je vous laisse avec les 3 piliers de l'écosystème Bitcoin selon Obin Vozo, le fondateur de Fedimint. Pour lui, Bitcoin doit être une réserve de valeur indépendante et non manipulable, c'est le cas aujourd'hui. Il doit aussi être un réseau de paiement décentralisé et inarrêtable, c'est presque devenu le cas avec le Lightning Network. Son 3e pilier est un système de détention distribué et fiable. Et c'est ça la mission de Fedimint. Nous allons justement très bientôt rencontrer son fondateur pour une interview GAC, donc si vous avez des remarques ou des questions à lui poser, mettez-les en commentaire et on essaiera de faire passer le message. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.